maintenant au débat. Et aujourd'hui, malheureusement, et heureusement, on fait dans la sagesse, les connaissances, la transmission de connaissances, et moins dans la musique, mais on a une playlist extraordinaire. On va essayer d'en jouer un peu. Docteur Yvette Bonny est sur nos ondes, mes amis. Docteur Bonny? Bonjour, tout le monde. Vous m'avez dit de ne pas vous appeler Docteur Bonny, mais je ne peux, je ne peux faire autrement. Première question à vous. Qui est Docteur Yvette Bonny? J'ai l'habitude de répondre, ce n'est que moi. Alors, qui je suis? Je suis une Haïtienne, oui, mais, qui a été jeune, devenue vieille maintenant, et oui, qui a eu la chance d'avoir un parcours, je ne dirais pas exemplaire, mais dont je suis fier et dont je suis parti d'Haïti. J'ai fait ma médecine en Haïti. Okay. Je suis parti d'Haïti au début des années 60 pour arriver petite Haïtienne dans le Grand Sainte-Justine. Ouais. J'étais diplômée en médecine et j'avais fait 1 année et demie de pédiatrie en Haïti. Alors j'arrive à Sainte-Justine, je rentre dans le milieu, je connais ça, beaucoup de bagages théoriques, très peu de pratique, mais bien vite je me suis faite à la grande boîte qu'est Sainte-Justine pour faire ma pédiatrie. Et à ce moment-là, j'étais étudiante. J'avais un visa d'étudiant. Alors là, les temps changent. On ne parlera pas de politique et tout ça. Je décide de rester au Canada. Il faut avoir un visa d'immigrant. Et là, j'ai terminé mon cours de pédiatrie. Et à ce moment-là, mon dernier stage, ça avait été un stage d'hématologie. Et puis, ça m'avait tellement plu. Je pensais qu'en faisant de l'hématologie, on pouvait sauver le monde. On pouvait combattre le cancer chez les enfants. Alors, je me suis lancé en hématologie. Et ainsi, s'est profilé une deuxième spécialité et je suis devenu hématologiste pédiatre. Un stage à Maisonneuve, j'ai beaucoup aimé Maisonneuve qui à ce moment-là était un hôpital d'avant-garde très jeune, car Maisonneuve a seulement 60 ans. Alors j'ai été approché pour travailler à Maisonneuve et je suis resté là, aux grandes dames de Sainte-Justine. Et voilà que 44 ans plus tard, en décembre 2013, je viens de laisser Maisonneuve. Wow! Tout jeune, vous vouliez être médecin comme votre arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père qui était médecin, Bonny. Dr Sirius Bonny, que je n'ai pas connu, qui avait été directeur de l'hôpital. Alors on m'en parlait tout le temps, c'était comme... Et dès l'âge de 6 ans, je veux être médecin comme mon grand-père et je ne me marierai pas parce que je ne changerai pas de nom. J'étais déjà à l'avant-garde. Je voulais garder mon nom Bonny et ceci, j'ai pu le faire. Les sœurs ne vous croyaient pas que vous pouviez justement devenir médecin. Vous avez persévéré. Vous êtes arrivé au Québec à 24 ans. OK, en 1962, excusez-moi, j'aurais pas dû faire ça, c'est un impair. Pour ceux qui savent calculer, vont calculer votre âge. Calculer mon âge, et puis ils vont peut-être... Là, maintenant, je ne bouge plus, là. Je suis arrivé à un âge, c'est un bel âge, 77, alors c'est un âge je reste là jusqu'à ma mort. Aïe. Justement, parlez-nous de vos débuts dans un climat où il y avait peu de femmes, puis encore moins des femmes haïtiennes. Oui, en arrivant, j'avais 2 handicaps. Tout d'abord, la femme, il y avait très peu de femmes dans le milieu médical à Sainte-Justine, et puis ensuite la noire. J'étais comme un peu la femme. Qu'est-ce que tu fais là? Comment as-tu pu arriver là? De quelle partie d'Afrique viens-tu? Alors, bien des questions ont été posées. Haïti, est-ce que c'est un pays d'Afrique? Bon, ça, on était à ce point-là au Québec. La géographie, l'histoire. Ça a changé parce que les gens voyagent, ils connaissent. Oui. Et puis les Haïtiens ont un peu fait leur place. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé si le Sénégal, c'est tout proche d'Haïti. Oui, c'est juste à côté. Moi, j'aurais joué le jeu. C'est juste à côté. C'est le pays. On partage une frontière et beaucoup de ressources naturelles ensemble. Aïe. En 1970, vous entrez au service de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont en qualité de pédiatre hématologue. 10 ans plus tard, vous réalisez la première greffe de moelle osseuse au Québec. On parle de 1980. Là, le 2 avril 80, la première. Là, je ne veux pas vous vieillir, mais 1980, là, pour ceux qui ne le savent pas, on parle de 7 ans avant l'affaire Gassette qu'on discutait avec Mme Saint-Dor plus tôt. On parle de l'année du premier référendum au Québec. On parle de l'année de l'accession de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis. Moi, j'ai un seul mot à dire. Wow! Premièrement, 1980, première greffe de moelle osseuse. Et j'ai un nom à vous mentionner, Sonia Sasseville. Parlez-nous de cette première intervention.
Sonia est devenue ma fille spirituelle. Oui. Et puis le hasard fait bien les choses. Là, c'est ça qu'il faut être. On dit toujours, il faut être au bon moment, à la bonne heure. Un soir tard, là, comme je suis toujours une fille qui travaille tard le soir à l'hôpital, quelqu'un me présente, un technicien de laboratoire me présente une formule sanguine tout à fait anormale. Puis je dis, où est-ce qu'elle est, cette patiente-là? Et là, je fais une petite enquête pour savoir où elle est, mais on n'a aucun nom de médecin sur l'enquête. Alors, je peux pas appeler le docteur pour lui donner le résultat et faire. Alors, moi, je prends les devants, je prends le téléphone, j'appelle chez Sonia et je trouve sa mère qui me dit qu'elle est partie à ses cours de gymnastique. Elle a 12 ans à ce moment-là. Elle a 12 ans. Alors, je dis à la mère, à quelle heure vous l'attendez? 8 heures. Je suis à l'hôpital. Et tout en disant à la mère, c'est pas grave, je suis là, mais je veux la voir ce soir. C'est rare au Québec qu'un médecin dise à 8 heures du soir, vous passez pas par l'urgence, vous venez me voir. Ah non, de nos jours, ça n'existe plus. Et c'est ainsi qu'a commencé. À ce moment-là, on se préparait. J'étais pas seule. On était 4 médecins de mise en œuvre, 3 hommes et moi. On se préparait à ouvrir une unité de greffe de moelle et on était chapeauté par l'équipe de Seattle, qui est la Mecque de la greffe de moelle osseuse en Amérique du Nord. Et on n'était pas prêt, on avait une grosse brique de théorie, mais l'hôpital, il fallait avoir l'endroit où s'installer, puis il fallait commencer à nous préparer. Et là, la petite arrive, et je leur disais toujours, je ferai la première greffe de moelle. Et j'ai eu ce cadeau qui était Sonia. Alors, sans parler de cette histoire de famille, à ce moment-là, on transférait nos patients à New York ou à Boston, mais c'était une grosse équipée parce qu'il fallait envoyer le patient, le donneur et les parents, puisqu'il s'agit d'un enfant. C'était beaucoup demandé à des parents qui ne parlaient pas anglais en plus. Alors on a dit, on va le faire et on a pu avoir une chambre qui nous a été prêtée par les gens de la greffe rénale et c'est ainsi que le hasard a fait et on a eu une patiente en or. Il faut que j'envoie les fleurs à Sonia parce que si ça avait été un échec, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Peut-être que l'unité de greffe de moelle de Maisonneuve et de Sainte-Justine ne serait pas là parce que les deux ont découlé de cette première. Unité que vous avez dirigée pendant 18 ans. OK. Vous avez fait plusieurs greffes de moelle osseuse chez l'enfant. Près de 200. Oh, wow. Environ. Vous avez enseigné aussi, donc vous êtes pédiatre hématologue. J'ai une question à vous poser. Ça doit être... J'ai 2 filles de jeune âge. Comment vous avez fait pour pouvoir gérer justement de travailler avec des enfants malades tout le temps? Eh bien, ça, j'ai une passion pour les enfants, et les enfants me le rendent bien, et j'ai le don, je peux être un petit peu hypocrite, de pouvoir, même si je leur fais des traitements qui sont douloureux et tout, de garder un contact privilégié. Il y a une attirance mutuelle entre nous. Je finis de leur faire un traitement douloureux, ils vont me bouder, mais après ça, le contact revient. C'est comme une grande famille. Il faudrait le demander à ma fille qui est très jalouse de mes patients. Ah non, j'imagine. Dany, notre immortel, disait de vous en 2013 que vous êtes une femme exceptionnelle. C'est Dany qui le dit. Dany le dit, il doit savoir. Écrivain, poète, romancier. Oui. Alors. Il doit savoir de quoi il parle et il doit savoir comment choisir ses mots, on s'entend. Vous avez reçu l'ordre de chevalière d'honneur et mérite d'Haïti en 1999, hématologue de l'année en 1996, j'aurais dû les inverser, chevalier ou chevalière de l'Ordre du Québec en 2007, membre de l'Ordre du Canada en 2008, et on en passe. Toute cette distinction-là, ça n'a pas l'air de vous avoir changé trop. Vous avez l'air très calme, très détendu. Il faudrait surtout pas. J'aurais honte que ça m'ait changé. Ouais. Je pense que ce sont des reconnaissances, et puis j'en suis fier. J'en suis très fier pour moi, sûrement pour ma famille, mais aussi pour mon peuple. Et puis quand je reçois ça, là, je dis toujours, je suis haïtienne d'origine et québécoise d'adoption. Alors, quand je reçois ça, je le reçois en tant que Québécois, mais surtout en tant qu'haïtienne. Et comme Dorothy disait tout à l'heure, je pense que c'est un message à passer aux jeunes haïtiens que quand on veut, on peut. Le collectif aussi. Ce que j'aime de ce que vous dites, de ce que Mme Sandor a dit plus tôt, elle parlait de responsabilité collective. Puis ça, je pense qu'on a oublié.
On pense que, bon, on est des individus, le combat est fini, on n'a plus à défendre la collectivité en tant que telle. Moi, je pense que c'est une erreur, mais bon, on va laisser à chacun. Non, il faut toujours le défendre et puis il faut considérer rien comme acquis. Oui. Rien comme acquis. Il faut que les jeunes savent, voilà ce qu'ils ont fait, les vieux, les vieilles, mais nous, il faut qu'on prenne notre place, mais il faut qu'on continue à se battre. Définitivement. Vous avez une retraite très active. Vous êtes président de la campagne de financement du BCHM. La semaine dernière, justement, dans le quotidien, pas le quotidien, l'hebdomadaire, le mensuel, Intexto, on parlait justement des besoins criants du BCHM. On parle de 1,5 million de dollars. Vous reculez devant aucun grand défi en tant que tel. Ça, je pense que j'ai visé très haut parce que je suis pas bonne. J'adore viser très haut. Oui, parce que je ne suis pas bonne dans le côté financier et tout ça. Mais quand le BCHM, ça date, c'est le bureau de la communauté haïtienne de Montréal qui a perdu un de ses C. C'était le bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal, fondé en 1972 par Paul Desjans. Oui. Paul Desjans, qui est bien connu de la communauté, qui va bientôt avoir un parc à son nom, ce qui n'est pas peu dire la semaine prochaine. Mais oui. Alors, moi, je me suis toujours intéressée, mais à ce moment, j'avais très peu de temps libre, du temps de mon travail actif, et depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, je me suis rapprochée du BCHM, disant qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai hérité le poste prestigieux, président de la campagne de financement. C'est beaucoup sur mes épaules parce que j'ai pas beaucoup de contacts avec des gens qui sont fortunés. Mais il faut briser, encore une fois, il faut briser les portes et jeter les clôtures et les frontières. Comment on peut vous aider à ce niveau-là? Alors, vous m'aidez beaucoup juste en parlant que la communauté, pas seulement haïtienne, mais la communauté haïtienne, maghrébine, latino et québécoise pure laine, sache que le BCHM fait un travail que, bien sûr, je les connais, fait un travail que je considère comme fantastique auprès des familles. Pas seulement, au début, c'était limité aux Haïtiens. Maintenant, c'est ouvert, c'est ethnoculturel. Alors, moi, je vois les latinos, les maghrébins, tous ceux que j'ai cités. Alors, ils approchent des familles, ils approchent des aînés. Les aînés, on sait que nos aînés, souvent, ils sont ralentis, ils connaissent pas qu'est-ce qu'il faut faire ici pour entrer. Alors, on leur permet d'avoir un réseau social. Ils peuvent aller là, faire de la cuisine, jouer au domino, faire des exercices physiques. On va les amener chez leur médecin, leur donner des conseils pour leurs impôts. Alors, on les prend en charge pour qu'ils puissent connaître un peu plus la société québécoise. Ça, c'est pour les aînés. On a les jeunes aussi. Il y a l'aide au devoir, il y a des camps pour les jeunes. J'ai oublié de dire, pour les familles, il y a un jardin collectif en été. Il y a un camp de jour. En tout cas, ils ont beaucoup d'activités. Ils essaient de maintenir ces immigrants qui viennent d'arriver, et même après leur séjour, qu'ils les maintiennent, qu'ils s'intègrent dans la société québécoise. Alors, on est dans la zone on est au coin de Marquette et Bélanger, pas loin de ce coin-là. Et ce local où on est là depuis plus de 40 ans. Au début, on avait un loyer juste qui était un loyer forfaitaire. Mais petit à petit, la CSDM, c'est un local qui appartient à la CSDM. Ils ont monté leur loyer. Et puis là, c'est un loyer de plus de 3 000 $ par mois. Alors là, c'est de l'argent que l'on jette dans un trou perdu. Alors on voudrait acheter le local. Le local a sûrement ses défauts. C'est pas un local moderne. C'est un local qui est petit pour ce qu'on fait parce il y a une garderie au-dessus. La garderie est privée. Elle est privée, c'est une CPE. Mais ce sont nos locataires. Mais nos aînés, nos jeunes, nos familles connaissent ce local-là depuis 40 ans et puis on ne voudrait pas les dépayser. Alors on voudrait garder ce local. Surtout qu'un de mes chevals de bataille, c'est qu'on fait très peu pour nos aînés. Au niveau des résidences personnes âgées, on n'en a pas ou très peu. Donc si en même temps le BCHM qui s'occupe de nos aînés, on n'arrive pas à les aider, ça veut dire que on s'en fout un peu de nos aînés. Et on a une propriété qui est adjacente, qui fait partie de la propriété, mais qui n'est pas construite, et puis on voudrait y construire. Ce sont des projets à long terme, des loyers à prix modique ou bien un foyer pour aînés. Pour compléter, on a la garderie, on aurait le loyer pour les familles monoparentales et les aînés, et puis on continue. Non, mais un projet à long terme, mais quand on s'y met, nous qu'à gérer, c'est pas... Et je trouve que c'est important aussi de s'investir, de s'impliquer, parce que moi, dans mon parcours de jeunesse,
j'ai fréquenté ces milieux, le bureau de la communauté chrétienne, la Maison d'Haïti. Donc, ces locaux ont été disponibles pour des projets en tant que jeune. Vrai, et plus tard, ben, c'est ce qui fait que quand j'arrive sur scène, les gens me disent « Ah, on dirait que ça fait longtemps. » Ben oui, parce que moi, j'ai fait mes premières classes avec la communauté haïtienne grâce à ces locaux-là. Et c'est important pour nous parce qu'il y a aussi nos jeunes qui fréquentent encore ces endroits-là. On parle de personnes aînées, mais aussi les jeunes aussi sont là-bas. Les camps du jour, travaux après l'école. Donc, c'est vraiment important et je trouve ça noble. Autre chose aussi que je voulais mentionner par rapport à Dr. Bonny, c'est que j'ai eu la chance de la rencontrer même au sein des activités que l'Association de l'anémie falciforme organise. Oui. Donc, j'aimerais peut-être qu'elle nous parle un peu de cette situation parce je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette maladie. Et peut-être Madame Dr. Bonny pourrait nous glisser quelques mots par rapport à l'anémie falciforme. Ben, surtout qu'elle sait de quoi qu'elle parle. Oui. Hématologue. Alors, j'ai eu encore mon idée d'être pionnière. Oui. Quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à Maisonneuve-Rosemont et que je parlais d'anémie falciforme, les gens me regardaient avec un petit sourire disant « Elle est noire, elle parle de maladie de noir, puis qu'elle s'occupe de ses affaires. » Parce que dans les grands et gros bouquins de médecine où j'ai étudié, en Haïti, où c'était un pays noir, et ici, il y a peut-être un petit paragraphe il y avait à peu près un paragraphe de 5-6 lignes sur l'anémie falciforme. Donc, les grands docteurs québécois, jamais entendu parler de ça, ils ne connaissaient pas ça. Et malheureusement, ils l'ont appris à leurs dépens. Un vendredi soir, il y a un de nos petits compatriotes qui est arrivé le soir avec 40 degrés de fièvre, une affaire banale d'enfant. Ça s'est détérioré et il est parti. Et le lundi matin, j'arrive à l'hôpital toute pimpante, on veut te voir. Pourquoi il est mort? Je sais pas, j'étais pas là. Mais ils m'ont dit, l'anémie falciforme, ça a l'air d'être sérieux. Et ça a été le début d'une prise de conscience. Et maintenant, je suis fier de voir que les médecins qui s'occupent de l'anémie falciforme sont de très belles blondes et des blonds. Ils sont impliqués, corps et âme, et puis ils défendent la maladie. Pour corriger, je dois dire que c'est pas seulement une maladie de noir. Il y en a chez les gens de l'Amérique du Sud. Il y en a beaucoup chez les Maghrébins et de très rares cas chez les Italiens. Puis avec l'arrivée de la diversité maintenant, l'anémie falciforme, tout le monde devrait connaître que ça existe. Vous parlez de Maghrébins et d'Italiens, j'imagine c'est sûrement des Siciliens. L'histoire nous expliquerait pourquoi, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Dr. Bonny, je vous remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement. Rappelez-nous où est-ce qu'on peut rejoindre le BCHM pour contribuer à la campagne, justement. Alors, le BCHM, c'est 6970 rue Marquette à Montréal. Le téléphone 514-725-9308. Et dans ce temps de technologie et de médias, c'est le www.bchm.ca. Il ne faudrait pas que je manque cette adresse-là, la plus importante. Dr. Bonny, je tiens à vous remercier énormément de votre présence. J'ai 2 filles. J'espère que vous êtes consciente que vous êtes un exemple et même un modèle pour notre communauté et pour mes filles. Je vais parler de vous à mes filles, justement. Merci beaucoup de m'avoir donné la chance de parler de moi et du BCHM. Oui. Et puis, que les filles haïtiennes de Montréal ne suivent pas mon exemple, mais prennent leur place. C'est important. Je ne sais pas si ça existe des petits livres d'enfants. Oui. Parce que je sais quand j'étais jeune, il y avait cette série de livres qui nous parlaient des gens là qui avaient contribué à la médecine, comme le Dr. Pasteur, en tout cas, bref. Oui. Faudrait qu'on ait aussi un petit livre sur Dr. Bonny. Non, définitivement. Pour nos petites filles noires, là. Définitivement. Pas juste pour nos petites filles noires. Oui, non, pour tout le monde. Pour la diversité, pour qu'ils... La diversité, mais surtout pour les petites filles noires. Oui. Non, mais pour qu'ils comprennent la valeur de... justement, parce que si leurs modèles sont seulement à la télévision puis tout ça, que depuis le début, là, ils voient qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait encore, et je pense que ces exemples-là, on devrait pas les passer sous silence, on devrait les promouvoir et les enseigner aux générations à venir. Dr. Bonny, merci beaucoup. Merci beaucoup, moi je vous remercie. On va faire, écoutez, on est une station de radio commerciale, donc on va faire une pause publicitaire, on vous revient sous peu avec, là je sais même plus qui je vais prendre en premier, si on parle musique ou si on parle immobilier, on va faire les deux en même temps. OK, pause publicitaire, on revient sous peu.